De ce soldat, le limier n'en sait pas plus. Découvert dans une fosse commune avec 4 autres squelettes, ce corps a été retrouvé avec tout son équipement. Donc ça, c'est un soldat allemand, mais on ne peut pas aller tellement plus loin. Ce sont des modèles de boutons qui sont utilisés pendant toute la guerre. Et c'est bête, hein. Mais au hasard des objets retrouvés sur le terrain, l'enquêteur a fait une découverte déterminante. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. À la une de l'actualité, des vendeurs de bière qui se frottent les mains. France-Belgique, c'est donc le jour J, un derby de folie. La Belgique, meilleure attaque. Tôt ce matin, Annie Mandrin quittait la Provence pour rejoindre les monts de Champagne dans la Marne. 8 heures de route. Un périple qu'elle effectue régulièrement depuis 7 ans. Oui, c'est un pèlerinage si on veut, oui. Je sais pas, c'est une visite. Je viens me recueillir. La Grande Guerre est une histoire très personnelle pour Annie. Un voyage de mémoire sur les traces d'un oncle qu'elle n'a pourtant jamais connu. Alexandre Mandrin est mort pour la France il y a exactement un siècle. Vous venez souvent? Je viens souvent, oui. Je viens 2-3 fois par an. Voilà. Et dès que j'arrive, je sors de l'autoroute à Sainte-Ménehould et je viens d'abord toujours déposer ma plante sur la tombe. Voilà. Et de temps en temps, je lui mets des petites cigarettes parce que je sais que... Voilà, j'ai vu sur les photos qu'il avait dans sa main une cigarette. Voilà. C'était mon oncle, le frère aîné de mon papa. Mon père avait 4 ans quand il est mort. Il est mort le 27 septembre 1918. Il était du 363e régiment d'infanterie. Et voilà, il a combattu tout près de Massy. Et il y a laissé la vie, il avait 21 ans. Dans la chambre de mes parents, il y avait un grand portrait d'Alexandre. Il est en uniforme, il était très beau. Alexandre Mandrin fait partie des victimes de la Grande Guerre. Comme lui, ils sont des centaines de milliers de soldats morts et enterrés dans les cimetières militaires de l'Est et du Nord de la France. Les combats les plus meurtriers de la guerre. Durant 4 ans, les grandes nations vont envoyer leur jeunesse au front, où elle connaîtra l'enfer des tranchées. 10 millions de morts. Au cœur des combats, beaucoup seront enterrés à la va-vite. Et à la sortie de la guerre, 700 000 combattants restent toujours portés disparus. Un siècle plus tard, des hommes et des femmes sont sur les traces de ces soldats. Ce sont les détectives de la Grande Guerre. Comme Frédéric Adam, l'archéologue va faire une découverte sans précédent. Un cimetière oublié, au moins 700 tombes. Il est entier, a priori. Il y a la tête, la mâchoire qui est ici, le thorax avec bras, avant-bras. À l'hôpital de Verdun, depuis 30 ans, un médecin légiste, Bruno Frémont, mène l'enquête sur les morts de 14-18. Ce qui est intéressant sur ce crâne-là, c'est qu'il a quand même une blessure, ici, qu'on voit très bien. C'est un éclat d'obus. Yves Desfossés, lui, est le limier de la Grande Guerre. Uniforme, armes, objets du quotidien. Autant d'indices pour ce détective qui retrouve l'identité de ses soldats. On a un début de piste, puisque si vous regardez ici, on a le numéro 88 qui s'inscrit, du 88e régiment de réserve d'infanterie. Grâce aux travaux de ces détectives et aux nouvelles méthodes scientifiques, des soldats sont identifiés et leurs descendants retrouvés. Comme ces Australiens qui vont enfin rendre hommage à leur aïeul, disparu en 1916, dans la Somme. Je suis soulagée. Les générations futures pourront venir ici et voir la tombe de Kenneth Mortimer. Depuis 1 heure, Annie Mandrin est au travail. Cette enquêtrice hors pair a une spécialité, la généalogie, et une passion, l'histoire de la Grande Guerre. Elle passe ses journées à rechercher l'identité des soldats disparus.
grâce à ces plaques militaires où sont gravés leurs noms. Ce matin, c'est un combattant tué à 27 ans qui sort brusquement de l'oubli. Alors, Flavigny, Eugène-Émile, il est le fils de Paul Armand et de Grendel, Sophie Eugénie. Il était valet de charrue. Vous voyez, il mesurait 1m60. Il avait les cheveux blonds foncés, les yeux bleus, le visage long. Et c'est marqué donc sur sa fiche ici, « Excellent soldat, est tombé glorieusement le 5 mai 1917 en marchant bravement à l'assaut d'une position fortifiée allemande. » Alors, je n'ai pas trouvé de sépulture. Donc, je pense donc que c'est un soldat, ce qu'on peut appeler un soldat qui a disparu. Voilà. Mais Annie va plus loin. Elle recherche les familles de ces disparus. En quelques clics, elle retrouve un arrière-petit-neveu à qui restituer la plaque. Et à chaque fois, c'est la même émotion. On a restitué 209 plaques. Voilà, déjà. Et il m'en reste de nombreuses encore. Ah bon? Eh oui. C'est vrai, il y en a beaucoup encore. Ah oui, mais il y en a encore beaucoup ailleurs. Ça vous fait pas peur? Ben non. Moi, je dis toujours, ce sont un peu mes enfants, hein, les soldats. Ils sont jeunes, hein, et voilà. Ah oui, ce sont tous mes petits, oui. Voilà, c'est un peu bizarre, c'est comme ça. Hein, alors, quelle joie quand les familles nous envoient des photos, voilà. Alors ça, oui, pour moi, c'est quelque chose de... Ah oui, là, je mets un visage sur... Si j'ai cherché pendant longtemps, souvent... Vous savez, quand je mets sur un visage, ça me... Ouf, voilà. Et je les garde dans... Oui, je les garde longtemps, hein. Je les garde dans plaques... J'ai un dossier plaques restituées, voilà. Il est beau, hein, le soldat Gavache. Trois fois par an, la détective a un rendez-vous essentiel. Eh bien, voilà, je suis là. Je vois que vous ne m'avez pas attendu, hein. Je vois, hein. Depuis 10 ans, les bénévoles d'une association lui fournissent des dizaines de plaques trouvées sur les champs de bataille de Champagne. Alors par contre, on a du travail pour toi. Hein. Oh non. Parce qu'on vient de récupérer un petit peu de... Vu le poids, on vient récupérer, je te laisse découvrir, voilà. Dans cette enveloppe, des plaques d'identité de soldats disparus. Oh là là, et j'en ai encore beaucoup. Annie se met tout de suite au travail. Et il a été recruté où? À Saint-Quentin. Colas Fernand. Et il est de Lisieux. Il a été recruté à Lisieux. Il a le numéro de matricule 456. Moi, je regarde le nom et là, je tourne, je regarde le département. Je vois, je me dis, voilà, celui-là, c'est un Breton. Celui-là, c'est un Auvergnat. Voilà, donc un Corse. Chaque plaque a un parcours, un passé différent, voilà. Mais derrière, voilà, il y a des hommes, il y a des femmes, des enfants qui ont pleuré leur... Jorieux, Seine, premier bureau. Morvan, Jean, Brest. Et ce matin, une plaque, un nom attire l'œil de notre détective. Pour elle, c'est une nouvelle enquête qui démarre. Un mois plus tard, la généalogiste a rendez-vous dans un village à une trentaine de kilomètres de Nantes. Je me rends chez monsieur et madame Bouchereau pour la remise d'une plaque d'identification militaire qui a été retrouvée donc dans la Marne, près de Massy, à Tahure. C'est un disparu et c'est à Marivonne, la petite fille, que je vais remettre donc cette plaque. Et elle était très très émue et je pense que ça va être une rencontre assez émouvante. En août 1914, le soldat Pierre Jonas emprunte cette route pour rejoindre le front. Un an plus tard, il est tué en Champagne. Son corps ne sera jamais retrouvé. Jeune marié, il venait d'avoir une petite fille. C'était la mère de Marivonne. Je pense que c'est madame Bouchereau. Voilà. Donc je suis là, comme je vous ai promis au téléphone, je vous amène la plaque. Jour exceptionnel pour la famille de Marivonne. Après plus d'un siècle d'absence, le soldat Jonas retrouve enfin un foyer. Denis, bonjour. Oui, on s'est eu au téléphone. Je suis un petit peu émue de vous remettre la plaque de votre grand-père, Jonas Pierre, qui est mort pour la France en 1915.
et qui est malheureusement porté disparu. Je vous remercie, c'est avec joie que j'accueille, mais avec une grande tristesse aussi, hein, parce que tout ce qu'il a pu vivre, c'est au moins une chose qui nous restera, quoi. Voilà, oui, je pense qu'il vous a laissé un petit signe comme ça, il vous fait un petit signe. Voilà, pour vous dire qu'il était là-bas et que... Voilà, il rentre un petit peu chez lui, c'est comme s'il rentrait chez lui, puisque ici c'est chez lui. Là, c'est les photos de leur mariage. Ils se sont mariés en 12, et il est parti en 14. Ouais. Il était revenu en permission, et il était revenu quelques jours. Et quand il est reparti, il a dit à ma grand-mère, il y a de grandes chances que je ne vais pas revenir. Donc elle l'a vu s'éloigner, elle a regardé jusqu'à perte de vue. Et elle savait que certainement qu'elle ne le reverrait pas, quoi. Elle avait une grande tristesse, elle en souffrait énormément, quoi, surtout de ne pas savoir où il était, quoi. Parce qu'elle a eu du mal à faire son deuil. Elle disait toujours comment il était. Elle était toujours inquiète, quoi. Des familles endeuillées comme celle de Marivonne, il en existe des milliers. Elles viennent parfois du bout du monde pour honorer un aïeul mort au combat. Comme aujourd'hui, à Lille. Lynn et les siens ont quitté l'Australie il y a 2 jours et parcouru 17 000 km sur les pas d'un grand-oncle tué dans les plaines de Picardie il y a 102 ans. Il ne savait pas du tout ce qu'était la guerre. Il a vécu en France seulement du mois d'avril jusqu'à sa mort en juillet. Ce fut si court. Il avait 20 ans. On ne peut pas l'accepter. Et je sais que sa mère a continué à espérer son retour jusqu'à sa mort. Pour elle, il y avait une petite chance qu'il refranchisse un jour le pas de la porte de leur maison. C'est si triste. Aujourd'hui, Lynn et ses proches vont retrouver 17 autres descendants de cet oncle disparu. Il y en a certains que je ne vais pas reconnaître. Bon nombre se rencontrent pour la première fois. Bonjour, je pense qu'il va falloir que nous nous présentions. Je suis Lynn. Moi, c'est Lyrelle. Je suis Annette. Bonjour. Et toi? Je suis Isabella. Bonjour, je suis ravie de te connaître. C'est une occasion extraordinaire pour nous de réunir toute la famille. Nous sommes là aujourd'hui parce que le corps de Kenneth Mortimer a été identifié 102 ans après sa mort, tué ici en France pendant la Première Guerre mondiale. Cela fait des mois que nous nous préparons à cette réunion. Et aujourd'hui, nous y sommes. Kenneth Mortimer a l'âme d'un soldat. À 20 ans, il est déjà capitaine. Pour lui, cette Première Guerre mondiale est une aventure à ne pas rater. Alors, en 1916, il se porte volontaire et s'engage avec son frère aîné David. En avril, après 3 semaines de mer, il débarque à Marseille avec le corps expéditionnaire australien. Le 1er juillet, les 2 frères rejoignent les immenses plaines de Flandre. Quelques jours plus tard, ils participent à l'une des batailles les plus sanglantes, la Somme. David en reviendra grièvement blessé. Il reprendra la ferme familiale où il mourra à 84 ans. Kenneth, lui, est tué le 20 juillet 1916 en montant à l'assaut des lignes allemandes. Son corps est porté disparu. Aujourd'hui, le mystère de sa disparition touche à sa fin. Ses descendants ont été invités à lui rendre hommage, là où il a trouvé la mort, dans un petit village de Picardie. C'est irréel d'imaginer tout ce qui s'est passé ici il y a plus de 100 ans.
Quand on connaît l'histoire et les horreurs que ces soldats ont eu à endurer, et puis voir tous ces magnifiques champs de blé aujourd'hui, ces fermes, c'est dur d'imaginer ce qu'ils ont pu traverser. C'est ici, à Fromelles, que 5000 soldats australiens vont mourir en 48 heures. Un carnage. Et il y a 10 ans, au pied de cette église, des tractopelles déterrent 200 dépouilles de ces combattants. Retrouvés dans une fosse commune, sans identité. Débute alors une enquête sans précédent. Le gouvernement australien dépêche 40 scientifiques et compare tous les ADN des descendants de disparus à celui des corps retrouvés. Petit à petit, ces combattants anonymes retrouvent une identité. Et parmi eux, Kenneth Mortimer, le grand-oncle de Lynn et ses proches. Je pense que c'est vraiment important d'être ici et de faire perdurer la connaissance de ce qu'ils ont sacrifié pour nous protéger. Nous sommes tristes et heureux à la fois. Si aujourd'hui encore des soldats sont identifiés tous les ans et honorés, c'est grâce au travail de dizaines de passionnés. Dans la Marne, ce matin, certains d'entre eux sont sur les traces d'hommes tombés au combat. Ils font réapparaître le passé à coups de pelle et de pioche. Elle doit pas la tranchée, elle part pas par là. Hein. Elle va tout droit, elle part pas par là, la tranchée. Hein. Ah oui, il y a une avancée. Éric Marchal et son équipe de bénévoles réhabilitent ce champ de bataille sur lequel, durant 4 ans, Français et Allemands se sont battus avec acharnement. T'as un piquet en bois ou en fer? En fer? Ça prouve qu'on n'est pas encore au fond de la tranchée, parce qu'un piquet comme ça fait plus d'1 mètre. Hein. Cette tranchée-là a été exposée face aux Allemands. Les Allemands étaient en dessous, donc à mon avis, elle était très profonde. Elle faisait plus de 3 mètres de profondeur. Hein. Au lendemain de la Grande Guerre, ce haut lieu des combats de Champagne était tombé dans l'oubli. Depuis les années 20, beaucoup de familles venaient en pèlerinage, que ce soit des familles françaises ou allemandes. Et il n'y avait rien, Massy, il n'y avait rien du tout. Donc on s'était dit, le jour où l'occasion se présentera, on fera quelque chose. Et l'occasion s'est présentée en 2008, quand un agriculteur a vendu un terrain sur lequel on avait encore des traces de ce conflit. Et donc on a acheté ce terrain à 5 personnes. Ensuite on a érigé un monument, on a mis un drapeau. Et ensuite on s'est dit, tiens, on va creuser un petit peu les tranchées. En 6 ans, Éric et sa dizaine de volontaires ont abattu un travail de titan. À la seule force du poignet, ils ont mis au jour un réseau de 900 mètres de tranchées. On a voulu refaire les travaux sur le tracé exact des tranchées d'origine. On refait le champ de bataille tel qu'il pouvait être à l'époque. On fait de l'archéologie de la Grande Guerre, si vous voulez. Week-end, vacances, Éric passe tout son temps libre à 2 mètres sous terre. Cet ancien militaire connaît tous les secrets de ces tranchées et il est devenu un spécialiste de la vie quotidienne des poilus. Là, on a de la terre meuble, et donc c'était certainement une petite niche, hein, comme il y avait dans les tranchées. Il ne faut pas oublier qu'on est en première ligne, qu'au début, on ne prévoit rien du côté français pour les soldats s'abriter et se stationner, contrairement aux Allemands qui, eux, s'arrêtent et s'installent pour durer. Donc souvent, ça va être une petite niche sur le côté où le soldat, pour se reposer, va prendre sa couverture sur l'épaule et va dormir comme ça, quoi. C'est vraiment, voilà, c'était le système, c'était de la survie, quoi. À la Massige, durant 4 ans, des milliers d'hommes vont vivre l'horreur d'une guerre qui ne devait pas durer. Pour se protéger des bombardements incessants, ils s'enterrent et creusent des kilomètres de tranchées. Dans cet enfer de feu et d'acier, ils tentent de vivre. Peu à peu, les poilus s'installent. Dans ce paysage de mort, ils survivent malgré la faim, le froid, la pluie, les poux et les obus qui frappent à tout moment. Un siècle plus tard, conservés dans la craie, des dizaines de vestiges de la vie des soldats remontent à la surface. Tiens, c'est un morceau
de projectiles céleriers, les premiers obus qui étaient envoyés par les mortiers. Et celui-là, il est court, parce qu'on a les pointes en haut. Cartouche Lebel. Presque à chaque coup de pioche, une découverte. Oui, il y a une cuillère qu'on vient de trouver. Ah, tu l'as trouvé entière sur la cuillère? On a trouvé que le manche. Ouais. Donc là, on va trouver aussi bien de l'équipement de cuisine, de soldats, des affaires personnelles, que de la grenade, des cartouches. On a les deux, on a le matériel de guerre et l'équipement individuel du soldat. Donc là, vous avez le bidon français du début de guerre qui faisait 1 litre. Et quand on regarde de plus près, on voit, vous voyez, des impacts. Donc ça prouve que le pauvre, certainement, il avait le bidon sur lui, il a pris des éclats d'obus, donc à mon avis, il a été tué. Et là, vous avez le bidon allemand, pareil, qui faisait 1 litre, hein, donc un bidon ovale. Et pareil, le pauvre, il a reçu une déflagration ou un bombardement. Voilà. C'est toujours émouvant parce qu'on sait que derrière chaque objet, il y a l'histoire d'un homme, bien évidemment. C'est vraiment de l'émotion pure. Je crois que la sensation qu'on a quand on trouve un petit objet, et encore plus un objet du quotidien, c'est de se dire que les mains qui l'ont tenu avant vous, c'était le poilu. Et là, l'histoire, elle se fait toute proche. Cette histoire, c'est aussi toute la vie d'Yves Desfossés. Ce détective de la Grande Guerre examine chaque objet que la terre de ses tranchées restitue. Là, ça tient bien quand même. Ouais. Mais ça, c'est bâché tous les hiver. Oui, tu la protèges. Des objets que depuis 6 ans, Éric Marchal a précieusement conservés dans un endroit tenu secret. Et ça, je vais te montrer ce qu'on a trouvé la semaine dernière. Donc sur la tranchée française de première ligne, on a retrouvé un clairon français. Bon, attention, il est un petit peu, il est en mauvais état, mais, oui, mais bon. C'est vraiment une pièce qui est assez émouvante. On pense que le gars, il soufflait dedans pour attaquer. L'endroit est unique en son genre. Ici, chaque objet est le témoin précieux du quotidien des combattants. Alors là, des petits pois, je pense, étaient envoyés par la famille, hein, parce que ça, c'est trouvé en première ligne. Soldat, oui, ça, c'est le colis, voilà. C'est le colis pour améliorer l'ordinaire. Voilà, donc petits pois extra fins. Je crois que pour tous les soldats, depuis la nuit des temps, l'alimentation est quelque chose de particulièrement important. Ça améliore considérablement le quotidien. Bon, là aussi, on est dans une guerre où on a à la fois des productions, je regarde, mais il y a des boîtes qui sont fournies par l'autorité militaire, mais on a aussi, les familles peuvent envoyer des conserves. On a par exemple des harengs Hindenburg. Alors la petite bouteille, c'est tout simplement du bouillon magie, très certainement envoyé par une famille ou ramené à l'occasion d'une permission, ce qui permet de varier un ordinaire qui devenait de plus en plus spartiate au cours de la guerre. Mais on a par exemple les pots céramiques Félix Potin en faïence. Ah, Félix Potin, c'est vraiment une institution à l'époque. Hein. C'est l'équivalent du Leclerc ou du Auchan pour nous, quoi. Plus surprenant, il y a aussi parmi ces reliques des œuvres d'art, comme ces vases confectionnés par les soldats pour tromper l'ennui. Ce sont des douilles d'obus. Hein. Pour faire partir un obus, j'avais une charge propulsive qui était contenue dans cette douille. Et quand le coup de canon partait, la douille restait. Hein. C'était un déchet, hein, donc ça restait. Et les soldats les récupéraient pour les travailler. Bon, là, il y a du travail. Hein. C'est vraiment un travail de précision. Celle-ci avec une hirondelle ou une colombe. Des feuilles de chêne. Mais le soldat français en première ligne travaillait plutôt des petits objets. On part d'une balle de fusil complète. Voici le projectile. Le projectile est récupéré, il est aplati. On commence à le fendre dans le milieu afin de l'écarter pour former un anneau. Et ensuite, cet anneau est travaillé, ça donne une bague. Éric et ses bénévoles ont réussi leur pari. Sauver de l'oubli un patrimoine qui était condamné à disparaître. Non loin de là, c'est aussi pour que l'on n'oublie jamais qu'une cérémonie bouleversante se prépare. Le village de Fromelles est la dernière étape du périple de Line et de sa famille.
Avec émotion, ils découvrent enfin le cimetière militaire où repose leur aïeul. Aujourd'hui, avec cette cérémonie, c'est toute une nation qui rend un dernier hommage à 9 soldats australiens tombés ici il y a 102 ans, jour pour jour. Regardez, c'est un caillou ramassé dans la propriété de Montlee, là où notre grand-oncle Kenneth et ses parents ont vécu. C'est là qu'il a grandi. Quelqu'un est allé prendre des cailloux pour nous tous, pour qu'on rapporte des morceaux de chez lui à oncle Kenneth. C'est symbolique. C'est très symbolique de rapporter quelque chose de chez lui pour le mettre là où il est maintenant. Honneur royal au capitaine Kenneth Malcolm Mortimer, 29e bataillon des forces impériales australiennes, mort au combat le 20 juillet 1916. Je suis soulagée. La famille sait enfin où il se trouve. Et les générations futures pourront venir ici voir la tombe de Kenneth Mortimer. C'est très émouvant de pouvoir enfin voir Kenneth identifié, avec une sépulture décente. C'était une guerre horrible. Cela n'aurait jamais dû arriver. Rapprochez-vous. Grâce à la science et à l'acharnement des enquêteurs de la Grande Guerre, 4 générations de Mortimer peuvent aujourd'hui enfin se recueillir sur la tombe de l'oncle Kenneth. Mais une douzaine de soldats attendent toujours d'être identifiés et leurs tombes anonymes de trouver un nom. Cent ans après les combats, la Grande Guerre n'a pas fini de livrer tous ses secrets. En Champagne, sur la colline de la Maine-Massige, en creusant dans les tranchées, Éric et Yves Desfossés, eux aussi, ont fait des découvertes. Ils ont exhumé 13 corps de soldats. Enterrés à l'époque à la va-vite, sous les obus, tous sont restés non identifiés, sauf un. Donc le soldat d'Adur était enterré ici. Et donc la tête était là, le corps un peu sur le côté. Et donc en fait on s'est aperçu qu'il avait bénéficié d'une vraie tombe. Ses compagnons de combat ont creusé un petit diverticule pour déposer le corps. C'est ce qu'il a en fait préservé. C'est pas un corps qu'on a remis sur un parapet ou au fond d'une tranchée. On lui a vraiment fait une sépulture dédiée. Une sépulture qui va protéger la dépouille du soldat. Et il y a 4 ans, les spécialistes mettent au jour un squelette entier, mais encore anonyme. Au moment de la fouille des avant-bras, en fait, on va s'apercevoir qu'Albert d'Adur portait sa plaque, alors non pas accrochée à une chaîne ou à un petit lien, une petite corde. En fait, il avait comme un bracelet de montre sur lequel était rivetée sa plaque. Là encore, la plaque d'identité militaire joue un rôle déterminant. Elle va même permettre un miracle. C'est une dame de Toulon, dans le Var, qui m'a téléphoné un soir, une semaine après, elle m'a dit, écoutez, j'ai vu à la télévision qu'un soldat d'Adur a été retrouvé. Moi, je sais qui c'est dans le grenier de mes grands-parents, quand j'ai trouvé une boîte à chaussures avec des lettres et une photo d'un soldat d'Adur. Et donc, ça nous a permis déjà d'avoir sa photo. Alors, c'est aussi un choc de mettre un visage sur un squelette. Parce qu'on se demande toujours, quand on trouve un corps, on se demande toujours qui il était, quelle était sa vie, etc. Mais là, de mettre un visage donc, sur un corps, tout de suite, c'est très choquant. 99 ans après sa mort, le soldat d'Adur retrouve un nom, un visage et une sépulture. Il est inhumé à la nécropole militaire de Minocourt et reçoit l'hommage des enfants de Massige.
Mais son histoire demeure exceptionnelle, car seuls 10% des corps retrouvés sur le champ de bataille sont identifiés. L'identification, c'est la quête que poursuit inlassablement Yves Desfossés depuis 30 ans. Dans une ancienne caserne désaffectée, l'expert a établi son laboratoire. Aujourd'hui, il s'intéresse à un soldat allemand retrouvé à Massy. Le corps qui a été prélevé lors de la fouille a été analysé par un anthropologue. Donc on sait que c'est un individu de sexe masculin âgé d'une trentaine d'années et qui mesurait entre 1,55 m et 1,65 m. De ce soldat, le limier n'en sait pas plus. Découvert dans une fosse commune avec 4 autres squelettes, ce corps a été retrouvé avec tout son équipement. Des objets qu'il va passer au crible pour découvrir l'histoire de cet inconnu. Donc le but du jeu, c'est finalement expliquer le pourquoi du comment de la présence de ce soldat à cet emplacement, voir grâce aux objets qu'il transporte quelle histoire ils peuvent nous raconter. Donc dans ce cadre précis, on avait à proximité un casque à pointe donc typique de l'armée allemande du début de la guerre. On a des éléments de toile avec des boutons d'uniforme, donc notamment toute une série de boutons allemands avec la couronne prussienne. Donc ça, c'est un soldat allemand, mais on ne peut pas aller tellement plus loin. Ce sont des modèles de boutons qui sont utilisés pendant toute la guerre. Et c'est bête, hein. Mais au hasard des objets retrouvés sur le terrain, l'enquêteur a fait une découverte déterminante. On a retrouvé un fragment d'épaulette qui se porte ici. Et ça va parler, puisque si vous regardez ici, on a le numéro 88 qui s'inscrit, du 88e régiment de réserve d'infanterie. Donc on a un début de piste, puisqu'on va retrouver des informations sur le 88e de réserve. Et le 88e de réserve, on a toute sa campagne avec les dates d'engagement. Et sur Massy, ça correspond à un tout petit créneau. Et on peut supposer qu'on est au début de février 1915, et où il y a des combats assez importants. Et ce régiment-là va avoir pas mal de pertes. Dans certains cas, on arrive à préciser quasiment à la journée près, parce que l'unité n'est qu'engagée qu'une journée sur le terrain. Dans le petit monde de l'archéologie de la Grande Guerre, Yves Desfossés s'est forgé une renommée. Ces 10 dernières années, le détective a retrouvé 70 corps de soldats et a réussi à en identifier 7. On est souvent avec des hommes assez jeunes, donc dont on a coupé le fil de la vie, et puis qui vont vous raconter leur histoire si vous les identifiez. C'est à la fois une fouille, je dirais, professionnelle, parce qu'on est habitué, mais je dirais aussi qu'il y a un supplément d'âme. On a trouvé un Allemand tué un 18 septembre 1914 à côté de Reims, et il avait son alliance avec 1914 comme date de mariage. Donc là, on voit vraiment des destins qui ont été brisés, et on imagine l'attente de sa femme en Allemagne. Et c'est très impressionnant. Yves Desfossés n'en a pas fini de mener ses enquêtes sur la Grande Guerre. Partout dans le nord et l'est de la France, elle a laissé ses traces. Pour Lynn et sa famille, le voyage de mémoire n'est pas terminé. Ce matin, ils arrivent dans le village de Naour, en Picardie. Le groupe d'Australiens marche sur les traces de leur grand-père, David, le frère aîné de Kenneth, seul survivant. En 1916, sergent au 14e bataillon, David Mortimer est venu s'abriter ici, à 30 mètres sous la terre. Quelques semaines plus tard, il sera grièvement blessé. Dans ce dédale, leur guide, Gilles Prilot, connaît chacune de ces galeries sur le bout des doigts. Il est important de savoir que les soldats, durant la Grande Guerre, n'étaient pas constamment sur le front. Jusqu'à 50% du temps étaient passés sur la première ligne, puis la deuxième, et la troisième, enfin, pour aller se reposer à l'arrière et se divertir. Durant la bataille de la Somme, ces grottes étaient le passage obligé pour ces soldats australiens, comme le grand-père de Lynn, qui se battait à quelques kilomètres. Il y a 3 ans, l'archéologue a fait une découverte majeure. 3000 graffitis
restés invisibles pendant un siècle. Regardez, le soldat a écrit ici avec un crayon à papier. Et il nous a laissé beaucoup de renseignements. D'abord la date, son régiment, son grade. Avec ce simple graffiti, nous avons beaucoup d'informations et nous pouvons identifier le soldat. Ici, vous avez le soldat SS Smith, 14e bataillon. Comme David, votre grand-père. On est devant des soldats qui sont venus passer quelques instants tranquilles, fumer une cigarette, rigoler. Et puis il va falloir reprendre la route. Demain, il faut repartir au combat. Demain, c'est la Somme et peut-être mourir. Et pour la plupart, mourront pendant la bataille de la Somme. Pour certains même, c'est leur dernier témoignage écrit, puisque pour certains, je sais qu'ils sont morts 2 ou 3 jours après être passés à Naour. Peut-être qu'ils n'avaient pas eu le temps d'écrire leur dernière lettre à leur famille, effectivement. C'est très émouvant de voir ces signatures des soldats qui se sont battus ici. Et certains ne sont jamais rentrés chez eux. Comme ma sœur l'a dit, voir des signatures du 14e bataillon, comme mon grand-père, c'est très émouvant. Ces milliers de graffitis constituent des témoignages uniques. Et Gilles en découvre encore chaque semaine. C'est un magnifique dessin représentant un soldat australien. Un tout petit dessin. On voit le chapeau, l'écusson. Malheureusement, on n'a pas le nom du soldat. Cette grande guerre a marqué David Mortimer. À son retour au pays, le grand-père de Lynn va renommer sa ferme. Voici un album de chez nous qui vous montre pourquoi Naour est si important pour nous. C'était la propriété de notre grand-père David. Après la guerre? Oui. Elle est restée dans notre famille. Mon petit frère et sa femme continuent à l'exploiter. Je suis très ému. Au début de mes recherches, je ne pouvais pas savoir l'importance que ça avait pour vous, les Australiens. Aujourd'hui, je sais qu'il faut préserver ces graffitis. Ce n'est pas mon patrimoine, c'est le vôtre. Si Lynn et ses parents ont réussi à retisser une histoire familiale, pour d'autres, les recherches ne sont pas terminées. 700 000 soldats sont toujours portés disparus. Et parfois, leur histoire ressurgit. À Spincourt, dans la Meuse. Il y a quelques jours, une équipe d'archéologues est appelée en urgence. Des ossements humains ont été découverts sur le chantier d'un lotissement. Et les scientifiques vont faire une découverte exceptionnelle. Je remets un petit coup là-dedans. À Spincourt, les archéologues sont au travail. Les premiers coups de pelleteuse révèlent une succession de tombes. C'est un clou de cercueil. Donc on est sur une tombe. Voilà, on est sur une sépulture. Frédéric Adam dirige le chantier. Et la découverte qu'il vient de réaliser est inédite en France. Pour la première fois, il dévoile un cimetière oublié de la Première Guerre. On a le cercueil qui commence à apparaître tout juste. On a le bois là. Le chantier du lotissement a été provisoirement interrompu. À partir de maintenant, les enquêteurs ne disposent que de quelques semaines pour résoudre l'énigme de ce cimetière. Là, il y a toute une série de tombes qu'on a ouvertes hier, qui sont à terminer. Donc celle-ci,
On en a fait un tiers à peu près. Celle-là, on l'a décapée, on voit bien la fosse avec le cercueil qui commence à apparaître, donc il faut l'attaquer dès ce matin. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail et puis il faut qu'on y aille avec un rythme assez soutenu quand même. Voilà. D'autant que le chantier est gigantesque. Un cimetière de 2000 mètres carrés qui compterait plus de 600 sépultures et dont tout le monde dans la région avait oublié l'existence. Et pourtant, ces tombes militaires figurent bien dans les archives. Frédéric Adam a réussi à mettre la main sur ce registre. Y sont clairement indiqués les noms des soldats inhumés à Spincourt. Mais sur ce registre, on peut aussi lire que ce cimetière français a été regroupé à Pierrepont, un autre cimetière militaire. En d'autres termes, il a été vidé et fermé en 1924. Frédéric Adam est donc face à un mystère. Il y avait 617 tombes exactement. Ça, c'est le registre de l'époque qui nous le dit. Ils ont été transférés officiellement à Pierrepont et ils ont leur sépulture avec la croix blanche, avec le nom. Donc soit un nom, soit marqué inconnu. Mais on en a encore une bonne partie ici, en fait. Ouais. Pour les archéologues, difficile d'expliquer la présence des ossements qu'ils découvrent dans chaque sépulture. Morceau de crâne, ça, non? Oui. L'orbite. L'orbite de l'œil. Tout porte à croire que les fossoyeurs qui ont vidé le cimetière ont travaillé trop rapidement. Côte. Vertèbres. Donc c'est vraiment en vrac. Hein. Tout est en désordre. Hein. Les vertèbres à côté du genou avec les dents. Lorsqu'on fouille sur des soldats, il y a quelque chose de plus. Il y a vraiment quelque chose de plus. Le ressenti, l'histoire personnelle éventuellement, notre histoire, et oui, et l'humanité de cette personne qui n'est pas qu'un tas d'os. Voilà. Tout le monde, on tend à lui rendre cette humanité. C'est ce que vulgairement on appelle les pommettes, hein. C'est juste sous les orbites, les zygomatiques. Voilà. Ça, c'est tous les ossements, hein. Une bonne partie en tout cas des ossements oubliés par les fossoyeurs dans les années 20, hein, lorsqu'ils ont transféré le corps. Et donc ils ont oublié entre autres des cervicales. Donc en fait, tout de suite, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est vraiment une seule personne ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes mélangées. Et là, on se rend compte que les articulations sont parfaites. Voilà. Donc ça ne peut être qu'une seule personne. On voit tout de suite que c'est une personne jeune, parce qu'il n'y a pas de début d'arthrose, les articulations sont absolument parfaites. Je dirais que c'est quelqu'un qui est mort vers 25-30 ans dans ces eaux-là. Pour les habitants du village, la découverte de ces corps à 2 pas de leur maison est un choc. Vous saviez qu'il y avait un cimetière ici? Non. Non, je l'ai su quand il y a eu les premiers piquets, quand ils ont découvert les premières tombes. C'est incroyable. Tout ce temps-là, et personne ne savait ça. Ne savait qu'il y avait des soldats là. Et pourtant, au lendemain de la guerre, des cimetières comme celui de Spincourt, la France en recense des dizaines. Car à l'époque, il faut gérer 10 millions de morts, dont 1 300 000 Français. Pour les inhumer, une armée de fossoyeurs est mobilisée qui travaille dans l'urgence, de crainte des épidémies. Olivier Gérard a étudié cette période oubliée. C'est un groupe d'exhumateurs. Donc on voit qu'il y a un militaire qui supervise ces exhumations et puis des employés civils qui relèvent les corps, donc pioche et pelle, et qui vont relever les corps un à un. Et on voit aussi les cercueils, ces petits cercueils pour récupérer les corps ou les ossements. Alors là, ce sont des sociétés privées qui ont eu des marchés hein, pour relever ces corps. Marché. Il y avait un véritable marché. Et ces entreprises ont gagné énormément d'argent et pas avec du travail qui était à la hauteur du sacrifice de ces soldats. Il y a eu des scandales tout de suite, même pendant le relevage des corps. Hein. Parfois, on a ramassé des corps avec une autre plaque d'identité. Enfin, ça a été fait à la va-vite, avec les moyens qu'on pouvait avoir aussi. Donc, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Tellement à la va-vite que parfois, des dépouilles de soldats ont été oubliées, comme à Spincourt. À plus d'1 mètre de profondeur, Frédéric Adam vient de faire une nouvelle découverte. Un cercueil jamais ouvert. Eh ben, on a un crâne. Il est occupé.
Ça, c'est le crâne qui apparaît, ici, voilà, juste là. Chaque fois, il y a un petit pincement au cœur, j'allais dire, quand vous ouvrez comme ça. Bon, on ne sait jamais voilà, sur quoi on va tomber. Donc, c'est toujours une découverte, effectivement. Et là, il est habillé, en fait. Puisque ça fait 100 ans que personne n'est intervenu. Et effectivement, il est habillé. Il y a les lambeaux d'uniforme. C'est quelqu'un, quand même, qui est mort, ça, c'est une certitude, mais qui a été oublié, quoi. Et qu'on fait ressurgir. Grâce à une fouille archéologique, eh bien, il est de retour parmi nous, quoi, tout simplement. Parce que le peu qu'on voit pour l'instant, il y a la tête, la mâchoire qui est ici, le thorax avec bras, avant-bras. Il y a le bassin qui apparaît. Ici, on a du fémur. Et on a le début d'une jambe et la chaussure. Là, maintenant, on va changer d'outillage, parce que là, la truelle directement dans les eaux, ça va faire plus de dégâts que de... La truelle est bonne pour enlever la terre qui est au-dessus, mais voilà. Donc on va prendre des petits outils plus adaptés. En quelques minutes, le squelette est dégagé. L'expert se lance dans une première observation. Bon, déjà, on voit qu'il n'y a pas d'impact de balle, de traumatisme guerrier sur le crâne. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas la cause du décès. Et la botte chaussure est française et elle est fabriquée à Rennes. Voilà. Il faudra désormais des mois, voire des années à Frédéric et son équipe pour résoudre l'une des plus grandes enquêtes jamais menées sur ces anonymes de la Grande Guerre. Sur les traces de ce conflit et de ces disparus, Verdun est un passage obligé. Le 21 février 1916 débutait l'une des plus grandes batailles de tous les temps. 700 000 victimes. Certaines sont enterrées ici, d'autres n'ont jamais été retrouvées. En leur hommage, un monument a été érigé, l'ossuaire de Douaumont. Sur les murs de ce mémorial sont gravés les noms de ces milliers de soldats disparus durant les 10 mois de la bataille. Nous avons au minimum 130 000 soldats, tous portés disparus. Et autour de nous, encore dans ces 15 000 hectares de zone rouge, nous avons entre 80 et 100 000 soldats qui sont encore en terre. Olivier Gérard est le gardien de ce lieu de mémoire. L'idée, c'était de pouvoir, pour les familles, avoir un lieu de recueillement. Que les familles puissent faire inscrire le nom du malheureux qui est porté disparu, qui est peut-être en terre, pour pouvoir faire leur deuil et puis continuer leur vie. Plus de 100 ans après la fin des combats, des familles demandent toujours à ce que le nom de leurs disparus figure sur ce mur. Ces soldats, dont les corps n'ont jamais été retrouvés, ont vécu l'enfer de Verdun. Seul témoin de leur souffrance, cette série de clichés inédits. C'est la première guerre qui a été photographiée et filmée, et c'est parfois très très émouvant. Beaucoup de ces soldats pris en photo sont décédés, certainement portés disparus. Verdun, c'est 64 millions d'obus qui tombent, donc tout a été pilonné. Et en fait, ces soldats enterrés à la va-vite, de toute manière, sont retournés par cette artillerie qui pilonne en permanence, Pour cacher les stigmates du champ de bataille de Verdun, au lendemain de la guerre, 38 millions d'arbres sont plantés. Cette forêt est un cimetière à ciel ouvert. 100 ans plus tard, pas une semaine sans que soient retrouvés des ossements de soldats. Et c'est ici, à l'hôpital de Verdun, qu'ils sont transportés. Dans le service d'un autre détective de la Première Guerre, le docteur Bruno Frémont, surnommé le légiste des poilus. Ça doit être plus récent comme fracture, ça. C'est plutôt
due à l'excavation du corps. Exactement. C'est très clair que c'est une fracture post-mortem. Hein. Vous voyez, la fracture est toute fraîche. Ça, c'est quelque chose qui est dû à l'excavation des os au moment de la découverte. Ça, c'est certainement le premier coup de pelleteuse qui a tapé à cet endroit-là. Le docteur Frémont se lance dans l'expertise de ce squelette, découvert il y a quelques jours, à l'occasion de l'extension d'une route. Il débute ses investigations en déterminant l'âge de ce soldat. La clavicule, c'est intéressant comme os, parce que l'extrémité interne de la clavicule, c'est le dernier point d'ossification de l'organisme, hein, vers l'âge de 21 ans. Donc là, on voit qu'il a plus de 21 ans. Hein. Et alors, si on regarde en plus l'état de sa colonne vertébrale, on voit qu'il y a une arthrose très prononcée. Hein. Pour moi, c'est déjà un soldat qui a une quarantaine d'années, qui peut être dans un régiment territorial. Ça peut être un réserviste qui a été rappelé. Comme une ultime marque de respect pour ce combattant inconnu, l'équipe travaille en silence et dans le recueillement. Pour nous, c'est un être humain. Même s'il est mort il y a un siècle, c'est un être humain comme si c'était un cadavre qu'on avait eu hier. Et on va jusqu'à la terre qu'on enlève sur les os, on la collecte dans un bac de décantation, et cette terre, on la récupère. On la récupère parce que cette terre, c'est une terre qui est sacrée. C'était le sang des soldats, leur souffrance, Et cette terre-là, on ne peut pas la jeter n'importe où. Donc, au bout du compte, elle est souvent réinhumée avec le soldat, avec les ossements. Après une heure d'examen, peu d'indices pour l'enquêteur. Seule certitude, l'origine du décès. Ce qui est intéressant sur ce crâne-là, c'est qu'il a quand même une blessure, hein, ici, hein, qu'on voit très bien. C'est un éclat d'obus. Hein. Bon, évidemment, un éclat d'obus dans le crâne comme ça, à lui seul, il peut emporter la vie d'un individu. Pour mener à bien son enquête, le détective dispose d'autres éléments. Ces objets retrouvés à proximité du squelette, de précieux indices pour déterminer la nationalité d'un combattant. Et au départ, on était parti sur un soldat allemand. Et effectivement, on a une pioche allemande, encore que des pioches, il y en a beaucoup sur le champ de bataille. On a une crosse de fusil Moser 98. Mais finalement, au pied, il n'a pas des bottes, mais il a des brodequins. Et donc, les brodequins, c'est plutôt français. Les Allemands en ont eu à la fin de la guerre, mais c'est quand même plutôt français. Alors, c'est ce qui nous trouble un petit peu. Un morceau de journal avec des lettres gothiques, le mystère reste entier. Il faudra encore plusieurs semaines avant que Bruno Frémont ne résolve l'énigme. Un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, les détectives poursuivent leur travail de mémoire.